Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, résolution de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est s'activent pour mettre fin aux tensions entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais. Des pourparlers sont annoncés le 16 novembre prochain à Nairobi, au Kenya. Mobilisation accrue derrière le président camerounais Paul Biya. C'est le mot d'ordre délivré par les hauts cadres du RDPC alors que le chef de l'État célèbre les 40 ans de son accession au pouvoir. Et puis, législative 2023 au Bénin, le fichier électoral a été transmis ce mardi 8 novembre à la Commission électorale nationale autonome par l'Agence nationale d'identification des personnes. Plus de 6 millions de Béninois sont attendus aux urnes le 8 janvier 2023. Mais tout d'abord, le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des PME du Burkina Faso a rendu sa démission ce mardi 8 novembre. Nommé le 25 octobre dernier, Roch Donatien Nagalo était contesté par plusieurs associations de commerçants. Ces commerçants qui ont organisé plusieurs manifestations et des sorties médiatiques accusés par ailleurs l'ancien responsable d'un syndicat de commerçants d'escroquerie et de détournement de fonds. Compte tenu de cette situation, Roch Donatien Nagalo, qui réfute ces accusations, a décidé, selon ses dires, de céder son poste de ministre pour donner toutes les chances au gouvernement de travailler dans la sérénité. Le Rwanda a mis en cause pour avoir fourni de faux renseignements aux États-Unis et à Interpol sur des dissidents en exil. C'est du moins ce que révèle une enquête publié par le consortium de journalistes Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP. L'OCCRP révèle notamment le contenu d'un rapport du FBI sur le sujet. Dans le rapport publié en 2015, le FBI alerte les plus hauts diplomates américains sur les techniques utilisées par les services de renseignement rwandais pour tromper les autorités au sujet de demandeurs d'asile rwandais et d'opposants. Des dissidents, pour la plupart appartenant au Rwanda National Congress, un mouvement opposé au président Paul Kagame, ont été ciblés sans que le FBI ne trouve la moindre preuve criminelle après enquête. L'agence fédérale américaine accuse également le gouvernement rwandais d'avoir tenté de manipuler Interpol et son système de notices rouges. Dans son enquête, le consortium révèle ainsi qu'Interpol a récemment révoqué un mandat d'arrêt émis contre Eugène Richard Gassana, un ancien soutien de Paul Kagame, aujourd'hui en rupture avec le régime. Un mandat d'arrêt révoqué en raison d'une dimension politique prédominante. Les dirigeants des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est en quête de solutions pour un retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'Est du territoire congolais est assiégé par les groupes rebelles. Une crise sécuritaire qui a exacerbé les tensions avec le Rwanda, accusé par Kinshasa de soutenir le puissant groupe rebelle M23. Selon le président en exercice de la CAE, le chef de l'État burundais Evariste Ndayishimiye, si des progrès dans la mise en œuvre des pistes politico-militaires sont à noter, beaucoup reste à faire. Des négociations politiques sont d'ailleurs envisagées à partir du 16 novembre à Nairobi, au Kenya. Joël Balo. En amont de la prochaine session du dialogue de paix de la communauté d'Afrique de l'Est, le président en exercice du sommet des chefs d'État de la dite communauté, Evariste Ndayishimiye, a tenu des consultations pour faciliter le retour à la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Au cours de ces échanges organisés en marge de la COP27 en Égypte avec les chefs d'État du Rwanda, de la Tanzanie, du Kenya et du Premier ministre de la République démocratique du Congo, les pays membres ont passé en revue les progrès accomplis dans la mise en œuvre des pistes politico-militaires et présentent la solution politique comme la seule solution durable. Ils ont passé en revue les développements récents du Nord Kivu, en particulier la recrudescence des attaques contre les populations par des groupes armés qui a sapé les acquis, car les groupes locaux armés avaient déjà proposé de déposer les armes en échange de la paix et exhortent toutes les parties à se joindre à la recherche d'une paix durable dans l'Est de la RDC par le biais d'un dialogue intercongolais.
Malgré des avancées dans la lutte contre l'insécurité en République démocratique du Congo, le président en exercice de la communauté d'Afrique de l'Est, président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, note la résurgence des cas de violence. Le Rwanda et la République démocratique du Congo s'accusent mutuellement d'ingérence dans leur espace aérien et terrestre. Le Rwanda est toujours accusé par le gouvernement congolais de soutenir les attaques du M23 qui mettent à mal les efforts entrepris par la communauté. The next session of dialogue will commence. La prochaine session du dialogue de paix se tiendra le 16 novembre 2022 au Kenya. Il a été souligné la nécessité de maintenir l'inclusivité en garantissant la participation de toutes les parties. En plus d'inclure dès la prochaine rencontre les chefs communautaires, l'UAC lance un appel au retrait des groupes armés étrangers pour un retour dans leur pays d'origine afin de permettre à plus de 200 000 déplacés de regagner progressivement leur domicile. La prochaine session du dialogue de paix débutera le 16 novembre 2022 à Nairobi, au Kenya. À noter que les chefs d'État des pays membres de la CAE ont désigné l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, pour mener les négociations politiques devant permettre la fin de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. La résolution a été prise à l'issue d'une réunion des chefs d'État de l'organe en marge de la COP27 qui se tient actuellement à Sharm el-Sheikh en Égypte. Les présidents du Rwanda, Paul Kagame, de la Tanzanie, Samia Suluhu, du Kenya, William Ruto, du Burundi, Évariste Ndayishimiye, et le premier ministre congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, y ont pris part. Direction le Cameroun, où le président Paul Biya célébrait ce 6 novembre le 40e anniversaire de son accession à la magistrature suprême. L'occasion pour le parti au pouvoir, le RDPC, de faire le bilan de la gouvernance de son leader, Corinne Kamse. Mobilisation constante et accrue derrière le président Paul Biya, c'est le mot d'ordre délivré par les hauts cadres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, alors que leur président national, le chef de l'État Paul Biya, célèbre 40 ans à la tête du pays ce mois de novembre 2022. Pour le secrétaire général adjoint du comité central du parti, Grégoire Owona, reçu en entretien sur Africa 24, cette mobilisation, année après année, représente le socle de la vitalité et de la pérennisation du renouveau politique qu'incarne le président Paul Biya à travers le RDPC. Le RDPC accompagne le président Biya dans sa mission depuis bientôt 37 ans et nous sommes fiers de l'accompagner compte tenu des choix fondamentaux qu'il a générés, qu'il a proposés au peuple camerounais et pour lesquels le peuple camerounais l'a choisi. Le bilan socio-économique du président Paul Biya des 4 dernières décennies fait apparaître une lutte acharnée contre la corruption dans le cadre d'une initiative dénommée Opération Épervier, avec la mise en place de plusieurs structures de contrôle de gestion. D'un autre côté, le président Paul Biya a instruit, dans le cadre des projets structurants, la construction de nombreuses infrastructures routières, énergétiques, portuaires, sportives, médicales et académiques. Malgré des retards remarquables observés pour certains projets, ces infrastructures participent à l'amélioration du tissu économique diversifié, porté par le dynamisme d'un secteur privé en plein essor et d'un entrepreneuriat féminin et jeune qui positionne le Cameroun comme une véritable locomotive de la sous-région Afrique centrale. Le Cameroun reste un pays très ouvert qui n'a jamais vraiment été agressif vis-à-vis des autres et qui est ouvert à tous les échanges. Donc c'est tout cela, du leadership à l'implication des femmes et des hommes camerounais dans le monde de la production et d'une économie véritablement dynamique. C'est tout cela qui, à mon avis, peut justifier de ce leadership du Cameroun. Sur les secrets de la longévité du président Paul Biya à la tête de l'État, le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC invoque une gouvernance qui place l'humain au centre, ainsi que le respect des règles démocratiques, entre autres. Depuis 1982, le président Paul Biya a déjà été réélu 7 fois au cours d'élections multipartites. À 3 ans de la prochaine présidentielle au Cameroun, le haut cadre du parti au pouvoir ne fait aucun mystère sur les perspectives au sein du parti. Aujourd'hui, rien, alors vraiment rien, ne m'empêcherait de suggérer
que nous devons nous préparer à le réélire en 2025. Rien aujourd'hui. La politique qu'il mène est satisfaisante. Il est en possession de ses possibilités pour gouverner. Pourquoi commencer à parler aujourd'hui d'un éventuel départ? En attendant la tenue de la présidentielle, le parti du président Paul Biya, qui a procédé en 2021 au renouvellement de ses organes de base, prépare les sénatoriales prévues en 2023. À moins de 2 mois du scrutin législatif, la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, est rentrée en possession du fichier électoral confectionné par l'Agence nationale d'identification des personnes au Bénin. Avant sa transmission, la liste électorale informatisée a été auditée sur la demande des partis politiques et des organisations de la société civile. Plus de 6 millions de Béninois sont attendus dans les bureaux de vote le 8 janvier 2023. Reportage de notre correspondant Leftion. 6 600 572 électeurs sont attendus aux urnes le 8 janvier 2023 au Bénin pour élire les députés de la 9e législature du pays à l'ère du renouveau démocratique enclenché en 1990. En pleine activité de l'étude du fond des dossiers de candidature des 8 partis politiques ayant obtenu leur récépissé provisoire, dans le cadre de la phase d'enregistrement des déclarations de candidature des partis politiques, le fichier électoral dénommé Liste électorale informatisée LEI a été transmis à la Sénat à Cotonou. La liste électorale informatisée est réalisée par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. La population électorale brute est estimée à un total de 6 600 572 électeurs répartis sur 17 749 postes de vote dans 7 986 centres de vote. Suite à la demande d'inspection de la version provisoire de la liste électorale informatisée provisoire LEIP, formulée par le Fonds des organisations nationales contre la corruption FONAC, un consensus a été trouvé sur son acceptabilité à défaut d'un audit avec des partis politiques engagés dans le processus et l'ANIP. Le fichier électoral LEI, une fois réceptionné, permettra à la Sénat de gérer les centres et postes de vote dans le cadre du scrutin du dimanche 8 janvier 2023. Nous connaissons les péripéties qui ont jalonné l'élaboration de cette liste depuis le recensement administratif à vocation d'identification des personnes physiques RAVIP à la LEI, en passant par la liste électorale informatisée provisoire LEIP. A noter qu'après la phase de dépôt des dossiers de candidature, les 8 partis politiques ayant obtenu leur récépissé provisoire sont en attente de la validité de leur candidature. En cas d'insuffisance constatée, la Sénat les notifie aux candidats ou aux partis politiques concernés et l'invite à y remédier dans un délai de 72 heures ouvrables à compter de la date de notification. Toutefois, des partis politiques, à l'instar du parti d'opposition Les Démocrates, restent encore confrontés à l'obtention de quitus fiscaux. En Angola, l'Agence pour la promotion des investissements privés et des exportations œuvre pour la diversification de l'économie nationale fortement dépendante du secteur des hydrocarbures. L'APEX veut accroître la participation du secteur privé non pétrolier à l'économie. L'agence a notamment lancé un programme d'appui destiné aux entrepreneurs et aux PME locales. Les précisions dans ce sujet de Mindred Yamo. Pour accélérer ses projets de développement, l'Angola s'est doté en 2018 d'une agence pour la promotion des investissements privés et des exportations APEX. L'APEX se focalise sur la diversification de l'économie et la création des conditions propices pour attirer davantage d'investissements directs étrangers dans le pays. L'agence a également pour mission d'accroître la participation du secteur privé non pétrolier à l'économie du pays, afin de réduire la dépendance aux hydrocarbures, qui représente 95% des exportations de l'Angola. Nous sommes une entité très dynamique, jeune et dévouée à assister et à faire partie des nouvelles réformes en cours en Angola, afin que l'Angola parvienne à attirer beaucoup plus d'investisseurs
dans le pays en vue de participer aux efforts du gouvernement pour diversifier son économie. À travers le programme d'appui à la production, à la diversification des exportations et à la substitution des importations Prodesi mis en place par le gouvernement angolais, l'APEX soutient les entrepreneurs et les petites et moyennes entreprises locales pour parvenir à une véritable diversification de l'économie. Ce, dans le souci de multiplier les opportunités d'emploi, d'augmenter le niveau d'exportation et d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Nous avons eu de nombreuses étapes pour répondre aux besoins d'attraction des investissements. Au début, nous avons dû adapter notre cadre juridique à un cadre plus concurrentiel. Nous ne nous limitons pas à attirer des investissements étrangers, mais nous aidons également les entrepreneurs angolais à être plus proactifs en tirant parti des efforts en cours pour diversifier notre économie. Et jusqu'à présent, nous pouvons dire que nous avons enregistré des progrès. L'Angola, par le biais de l'Agence nationale pour la promotion des investissements privés et des exportations, a introduit de nouvelles procédures dans ses relations avec les investisseurs. Le pays est passé à un environnement plus numérisé, reposant de plus en plus sur des TIC. Avec ces innovations, l'Angola est désormais en mesure de répondre à l'enregistrement d'une nouvelle initiative d'investissement en moins de 3 jours. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.